Bonjour les amis et bienvenue pour ce chapitre 15 qui s'appelle Vous voulez dire que vous pouvez entendre l'électricité? Point d'interrogation, qui est un chapitre très intéressant concernant le fonctionnement de l'oreille et les différentes expériences qui ont eu lieu concernant l'audition et l'électricité. Et vous le verrez, c'est très intéressant surtout pour les gens qui, comme moi, souffrent d'acouphènes relativement légers, je dirais, et ou de bourdonnement. Ce qui me concerne aussi d'ailleurs. Vous verrez, c'est très intéressant. Alors ce chapitre, je vais le synthétiser. Je ne vais pas retranscrire toutes les parties puisqu'il y a vraiment des parties qui sont très techniques et qui seraient, je pense, en audio pas très simples à digérer. Donc voilà, je vais écourter le chapitre. Et c'est pour ça que je vous le dis encore et encore, je me répète. Achetez-vous ce livre et prenez le temps de le lire. C'est un livre très important en termes de santé environnementale. Allez, c'est parti. Posez-vous au calme, prenez un petit carnet, un petit stylo si ça vous dit, et puis on y va pour ce chapitre 15. En 1962, une femme de la région de Santa Barbara a contacté l'Université de Californie pour qu'elle l'aide à identifier un bruit mystérieux. Elle avait emménagé dans une maison nouvellement construite dans un quartier tranquille et ce bruit, dont elle ne pouvait trouver la source, l'accompagnait partout où elle allait comme un fantôme indésirable. Il nuisait à sa santé, la maintenait éveillée et la forçait, en désespoir de cause, à abandonner sa maison pendant de longues périodes juste pour se soulager. En réponse à son appel à l'aide, un ingénieur s'est présenté chez elle avec un chargement de matériel électronique. Clarence Wiske, qui appartenait au laboratoire pour l'étude des systèmes sensoriels de Tucson, un entrepreneur militaire qui travaillait sur l'interface entre l'homme et la machine, était impliqué dans un projet à l'université de Santa Barbara lorsque l'appel de la femme est arrivé. Son intention initiale était de rechercher des champs électriques qui pourraient mettre en vibration un objet métallique sur sa propriété, créant le bruit qui la dérangeait. Il a été surpris par ce qu'il a trouvé. Sa bobine de détection, comme il l'avait prévu, a capté des fréquences harmoniques inhabituellement fortes. Elles émanaient non seulement des fils électriques, mais aussi des fils téléphoniques, des tuyaux de gaz, des conduites d'eau et même du métal de son système de chauffage. Mais son stéthoscope n'a trouvé aucun bruit audible émis par aucun de ces éléments. Il a donc tenté ce qu'il a cru être une expérience farfelue. Il a branché un magnétophone à sa bobine de détection qui a enregistré les signaux de fréquences électriques et les a traduits en sons, puis a fait écouter l'enregistrement à la femme. Lorsqu'elle a mis les écouteurs et écouté la bande, elle a reconnu les sons comme étant identiques au bruit qui la tourmentait. Wiske a ensuite poussé l'expérience un peu plus loin. Il a débranché les écouteurs et a fait jouer la bande directement dans sa bobine de détection. La femme a dit instantanément « Vous voulez dire que vous ne pouvez pas entendre ça ?» Elle entendait à nouveau la même chose directement de la bobine de détection, bien que celle-ci n'émette qu'un champ électromagnétique sans aucun son. Dans une autre expérience, Wiske, sans le dire à la femme, a connecté un générateur de basse fréquence à la conduite d'eau à une trentaine de mètres de sa maison. Elle a remarqué qu'il y avait un bruit particulier, comme un chien qui aboie. Lorsque Wiske a activé l'équipement de détection dans sa maison et mis les écouteurs, il a constaté qu'elle avait raison. Il a entendu un bruit comme celui d'un chien qui aboie. Ces expériences, et d'autres, réalisées à son domicile et à l'université, ne laissaient aucun doute sur le fait que la femme entendait l'électricité et que le bruit ne provenait pas de ses plombages dentaires. Wiske a alors entrepris d'essayer de remédier à son problème. La mise à la terre de son réfrigérateur, de son congélateur, des carillons de porte et d'autres appareils a permis de réduire un peu le niveau de bruit, mais pas de l'éliminer. Un jour, lors d'une panne de courant, elle a téléphoné à Wiske en extase. Le bruit avait cessé, mais il est revenu dès que le courant a été rétabli. Wiske a donc contacté toutes les compagnies d'électricité. Avec leur coopération, il a installé des filtres sur sa ligne téléphonique, un transformateur de découplage sur sa ligne électrique et des sections de tuyaux non conducteurs dans sa ligne d'eau et sa ligne de gaz. Ces mesures, lourdes et coûteuses, ont permis d'éviter que des fréquences électriques indésirables provenant d'ailleurs dans le quartier ne soient acheminées par ces voies. Enfin, le bruit a été réduit à un niveau supportable et la femme a pu réintégrer sa maison. Après avoir enquêté sur un certain nombre de cas similaires, Wiske a prédit qu'avec l'électrification continue de la société,
des plaintes de ce type seraient un jour courantes. Son article sur ses expériences publié dans Biomedical Sciences Instrumentation en 1963 s'est conclu par une description technique de l'audition humaine, incluant tous les endroits de l'oreille où les champs électromagnétiques pourraient provoquer des courants électriques. Il a spéculé sur les raisons pour lesquelles certaines personnes peuvent les entendre et pas les autres. Si, pour une raison quelconque, le nerf de certains individus n'est pas aussi bien isolé de ces courants que chez un individu normal, ou si la cochlée n'est pas aussi bien isolée de ces courants chez certains individus, cela pourrait bien les rendre sensibles à ces champs électriques, écrit-il. La prédiction de Wiske s'est réalisée. Aujourd'hui, les entreprises au service des gens qui peuvent sentir et entendre les champs électromagnétiques forment une importante industrie artisanale dans toutes les régions des États-Unis. L'Institut international de biologie et d'écologie du bâtiment recense 60 consultants dispersés dans tous les États-Unis et le Canada, formés aux méthodes de détection et d'atténuation de la pollution électromagnétique résidentielle. Environ 80 millions d'Américains ont aujourd'hui un bourdonnement dans les oreilles, peu ou prou. Certains entendent les sons par intermittence. D'autres ne les entendent que lorsque tout le reste est calme. Mais pour un nombre croissant d'entre eux, les sons sont en permanence si forts qu'ils ne peuvent pas dormir ou fonctionner normalement. La plupart de ces personnes n'ont pas d'acouphènes, qui sont des sons générés de l'intérieur, souvent dans une seule oreille, et qui s'accompagnent généralement d'une certaine perte d'audition. La plupart des personnes qui ont aujourd'hui un bourdonnement d'oreille l'entendent de la même façon dans les deux oreilles, ont une audition parfaite et entendent une tonalité dans le haut de leur gamme auditive. Ils entendent l'électricité qui les entoure, et celle-ci est de plus en plus forte. Les indications sur ce qui se passe ont été fournies il y a plus de 2 siècles. L'électrothérapeute français Jean-Baptiste Leroy, en 1755, a apparemment été le premier à provoquer une réponse auditive à l'électricité statique. Il soignait un homme aveugle à cause de la cataracte en enroulant du fil autour de sa tête et en lui administrant 12 chocs à partir d'une bouteille de Lyde. L'homme a rapporté avoir entendu l'explosion de 12 coups de canon. L'expérimentation a commencé sérieusement quand Alessandro Volta a inventé la pile électrique en 1800. Les morceaux qu'il a utilisés pour la première fois, l'argent et le zinc, avec de l'eau salée comme électrolyte, ont généré environ 1 volt par couple, moins lorsqu'il les a empilés dans sa pile d'origine. En appliquant un seul couple de métaux sur sa propre langue, il obtenait un goût aigre ou piquant, selon le sens du courant. En appliquant un bout d'argent sur son œil et en le touchant avec un morceau de zinc tenu dans sa main humide, il produisait un éclair de lumière, un éclair disait-il qui était beaucoup plus beau s'il plaçait la deuxième pièce de métal ou les 2 pièces dans sa bouche. Il s'avérait plus difficile de stimuler le sens de l'ouïe, Volta essayait en vain de provoquer un bruit avec un seul couple de plaques métalliques. Mais avec 30 couples, soit l'équivalent d'une pile de 20 volts, il a réussi. J'ai introduit profondément dans les 2 oreilles, écrit-il, 2 sondes ou tiges métalliques aux extrémités arrondies, et je les ai fait communiquer directement avec les 2 extrémités de l'appareil. Au moment où le circuit était ainsi bouclé, j'ai reçu un choc dans la tête et quelques instants après, la connexion se poursuivant sans interruption, j'ai commencé à entendre un son, ou plutôt un bruit dans l'oreille, que je ne peux pas bien définir. C'était une sorte de crépitement de choc, comme si une pâte ou une matière ferme avait bouilli. C'est ce qu'il écrivit. Craignant une lésion permanente de son cerveau, Volta n'a pas répété la tentative. Mais des centaines d'autres personnes ont expérimenté. Après ce rapport de l'un des hommes les plus célèbres du monde, tout le monde voulait savoir s'il pouvait entendre l'électricité. Karl Johann Grappengisser, un médecin bien plus attentif que Volta, veillait à n'utiliser que de petits courants sur ses patients. Ces patients étaient très différents par leur sensibilité et les sons qu'ils entendaient. Les bruits, en ce qui concerne leur qualité et leur force, sont très variables, écrivit-il. Le plus souvent, il semble aux patients qu'ils entendent le sifflement d'une bouilloire en ébullition. Un autre entend des tintements et des coups de cloche. Un troisième pense qu'à l'extérieur souffle un vent d'orage. Un quatrième semble entendre un rossignol chanter intensément dans chaque oreille. Dans les années 1800, il y a de nombreux médecins et scientifiques qui ont suivi Volta dans cette direction et qui ont expérimenté sur le nerf acoustique avec des quantités de courant plus ou moins importantes. Ironiquement, l'homme qui a jeté les bases de ces recherches, Alessandro Volta, était aussi celui dont la vision mécaniste du monde a tellement dominé la pensée scientifique pendant plus de 2 siècles qu'il n'a pas été possible de comprendre les résultats de ses expériences. Elles ont été considérées comme de simples tours de passe-passe lorsqu'on s'en est souvenu. On se souvient que pour Volta, l'électricité et la vie sont distinctes et qu'il n'y a pas de courant électrique qui circule dans le corps. De ce fait, à ce jour, dans l'enseignement de la biologie, y compris la biologie de l'oreille, la chimie est reine et l'électricité est omise.
À la fin du XIXe siècle, les travaux de tous ces scientifiques avaient été déjà oubliés. Rudolf Brenner, qui est un scientifique allemand et médecin spécialisé dans les maladies de l'oreille, a décrit cet état de fait en des termes qui pourraient tout aussi bien s'appliquer à notre époque. Il dit: Rien ne peut être plus instructif pour l'histoire du développement scientifique que le sort des anciennes expériences sur la stimulation galvanique du nerf acoustique. Parmi les chercheurs contemporains qui nient la possibilité d'une telle stimulation, on trouve des noms de haute renommée. Il faut donc se demander: ces hommes croient-ils vraiment que Volta, Ritter et les autres vieux galvanistes n'ont fait qu'imaginer les tonalités, les bruits qu'ils ont entendus? L'objectif de Brenner était d'établir une fois pour toutes non seulement que l'électricité pouvait être entendue, mais aussi comment, pourquoi et dans quelle mesure exactement cela se produit. Il n'est pas établi si et comment le nerf acoustique réagit à l'influence du courant électrique, a-t-il écrit. Les résultats de ces expériences ont rempli un livre de 264 pages. Le médecin américain Sinclair Toosey, l'un des derniers électrothérapeutes de la vieille école, a traité de l'électricité et de l'oreille dans la 3e édition de son manuel sur l'électricité médicale, publié en 1921. Les résultats de Rudolf Brenner, avec le courant continu, complètement oublié aujourd'hui, étaient encore à l'époque enseignés, acceptés et vérifiés par tout praticien en électricité. Les sons étaient normalement provoqués par la stimulation cathodique négative du nerf auditif. La gamme de sensibilité était extraordinaire. Beaucoup d'individus, a écrit Toosey, reprenant les mots de Brenner, n'ont aucune réaction quelle qu'elle soit. Dans d'autres cas, le son était si fort que la personne était considérée comme ayant une hyperesthésie distincte du nerf auditif. Avec la disparition de l'art de l'électrothérapie et le manque de possibilités pour le médecin moyen de se familiariser avec la réponse auditive à l'électricité, les anciennes connaissances sont quasiment oubliées. Puis, vers 1925, les amateurs de radio ont pensé qu'ils avaient trouvé un moyen d'écouter la radio sans haut-parleur en stimulant directement le nerf acoustique. Ainsi, même les sourds dont les tympans ne fonctionnent plus correctement mais dont les centres nerveux sont intacts peuvent entendre la radio, a écrit Gustav Eichhorn. Le dispositif qu'il a breveté, une sorte d'électrode plate maintenue contre l'oreille, a cependant été rapidement rejeté comme n'étant rien de plus qu'un écouteur à condensateur. Apparemment, les surfaces de la peau et l'électrode, en vibrant, tenaient lieu de haut-parleurs, créant un son ordinaire qui atteignait l'oreille interne par conduction osseuse. Néanmoins, les expériences des ingénieurs radio ont engendré un réel effort des biologistes pour stimuler l'oreille interne avec du courant alternatif. Les sujets entendaient le plus souvent un son dont la hauteur correspondait à la fréquence du courant appliqué. La sensibilité des sujets, comme auparavant, variait énormément. En 1960, le biologiste Alan Frey, dont nous avons déjà parlé, a introduit une autre méthode de perception de l'énergie électromagnétique, cette fois sans placer d'électrode contre le corps. Rappelez-vous, un technicien radar à Syracuse, à New York, lui avait juré qu'il pouvait entendre le radar. Le prenant au mot, Alan Frey a accompagné l'homme jusqu'à l'installation de Syracuse et a constaté qu'il pouvait l'entendre aussi. Frey publia bientôt des articles sur cet effet, prouvant que même les animaux et les personnes atteintes de surdité de transmission, mais pas de surdité nerveuse, pouvaient entendre de brèves impulsions de rayonnement micro-ondes à des niveaux de puissance moyenne extrêmement faibles. Ce phénomène, connu sous le nom de audition par micro-ondes, a fait l'objet d'une certaine notoriété, mais n'est probablement pas responsable de la plupart des sons qui tourmentent tant de gens aujourd'hui. Cependant, les années 1960 apporteront encore d'autres surprises. La reprise des recherches sur l'audition électrophonique avait des objectifs à la fois civils et militaires. La communauté médicale voulait savoir si les sourds pouvaient être amenés à entendre. La communauté militaire voulait voir si une nouvelle méthode de communication pouvait être mise au point pour les soldats ou les astronautes. En 1963, Gerhard Salomon et Arnold Starr, à Copenhague, ont prouvé que l'oreille interne était beaucoup plus sensible à l'énergie électrique que ce que l'on soupçonnait auparavant. Ils ont placé des électrodes directement à côté de la cochlée chez 2 patients qui avaient subi une reconstruction chirurgicale de leur oreille moyenne. Un patient a entendu des clics ou des crépitements lorsqu'il était stimulé par seulement 3 microampères de courant continu. Le second patient a eu besoin de 35 microampères pour entendre le même son. Au fur et à mesure que le courant augmentait, les clics se transformaient en marche sur la neige gelée ou en souffle d'air. Le courant alternatif produisait des sons purs dont la hauteur correspondait à la fréquence appliquée, mais cela nécessitait environ 1000 fois plus de courant. Parlons maintenant d'une expérience très importante dans ce domaine. Henry Puharich,
Un médecin et Joseph Lawrence, un dentiste, sous contrat avec l'armée de l'air, ont enquêté sur ce qu'ils ont appelé l'électrostimulation transdermique. Ils ont fourni de l'énergie électromagnétique à des fréquences ultrasoniques par le biais d'électrodes placées près de l'oreille. Le signal audio, ajouté à la porteuse ultrasonique, était en quelque sorte démodulé par le corps et entendu comme n'importe quel son. Comme l'appareil inventé par un autre scientifique plus tôt, il semblait à première vue fonctionner par vibration de la peau. Cependant, plusieurs résultats étonnants ont été rapportés. Tout d'abord, la gamme d'audition de la plupart des gens a été considérablement étendue. Disons que la limite supérieure de l'audition d'une personne est normalement de 13 ou 14 000 Hz. En utilisant cet appareil, ils entendaient typiquement des sons d'une fréquence aussi élevée que 18 000 Hz. Certains ont même entendu jusqu'à 25 000 cycles par seconde, donc 25 000 Hz, soit 5 000 cycles de plus que ce que la plupart des êtres humains sont censés entendre. Deuxièmement, l'utilisation d'une onde porteuse ultrasonique a permis d'éliminer la distorsion. Lorsque le signal audio était envoyé directement dans les électrodes sans l'onde porteuse, la parole était inintelligible et la musique méconnaissable. Mais lorsque la parole ou la musique était délivrée seulement sous forme de modulation d'une onde porteuse à haute fréquence, de la même manière que les émissions de radio AM délivrent la parole et la musique, le corps, comme un récepteur radio, décodait en quelque sorte le signal et la personne entendait parfaitement la parole ou la musique sans aucune distorsion. La fréquence porteuse optimale, qui délivre le son le plus pur, se situe entre 30 000 et 40 000 Hz. Troisièmement, et c'est le plus surprenant, 9 personnes sourdes sur 9, même celles souffrant de surdité de perception grave de naissance, pouvaient entendre les sons de cette manière par stimulation transdermique. Mais les électrodes devaient être pressées fermement sur la peau et le sujet sourd devait déplacer l'électrode sous ou devant l'oreille jusqu'à ce qu'il trouve l'endroit exact qui stimulait l'audition, comme si le signal devait être concentré sur une cible à l'intérieur de la tête. Les 4 sujets ayant une audition résiduelle ont décrit la perception comme un son et non comme une vibration. Les 2 sujets sourds de naissance l'ont décrite comme quelque chose de nouveau et intense. Les 3 sujets atteints de surdité totale acquise l'ont décrite comme une perception auditive telle qu'ils s'en souvenaient. Pour la première fois en 50 ans, il a été démontré qu'une électrode communiquant des ondes radio à la peau pouvait faire quelque chose de plus que simplement la faire vibrer. Ces chercheurs ont supposé, sur les bases de la mesure de la microphonie cochléaire, c'est-à-dire les signaux électriques générés par l'oreille interne, que la stimulation transdermique produisait un son par une combinaison d'effets acoustiques et électriques, à la fois en faisant vibrer la peau et en stimulant directement les cellules ciliées de l'oreille interne. Cependant, ont-ils écrit, ces 2 effets ne donnent pas une explication satisfaisante quant à la reconnaissance des mots chez les patients dont la cochlée est non fonctionnelle. Les résultats des expériences sur les animaux étaient tout aussi étonnants. 2 chiens ont été rendus sourds, l'un par injection de streptomycine, qui détruit les cellules ciliées cochléaires, et l'autre par l'ablation chirurgicale des tympans, des os de l'oreille moyenne et des cochlées. Les 2 chiens avaient auparavant été conditionnés pour répondre à la stimulation transdermique en sautant par-dessus un cloisonnement dans un casier, et tous 2 avaient appris à réagir correctement plus de 90% du temps. De manière incroyable, les 2 chiens ont continué à réagir correctement 90% du temps à la stimulation haute fréquence lorsqu'elle était modulée avec le signal audio, mais seulement 1% du temps au seul signal haute fréquence non modulé. Les implications de cette recherche sont considérables. Comme les personnes et les animaux sans aucune fonction cochléaire ou même sans cochlée peuvent apparemment entendre ce type de stimulation, soit le cerveau est stimulé directement, ce qui est peu probable puisque la source du son semble toujours venir de la position de l'électrode qui le produit, soit il y a une autre partie de l'oreille interne en plus de la cochlée qui répond aux ultrasons ou aux ondes électromagnétiques à des fréquences ultrasoniques. Comme la plupart des sujets entendants sont capables d'entendre des fréquences beaucoup plus élevées que celles qu'ils entendent normalement, c'est l'explication la plus probable. Et nous verrons qu'il y a de bonnes raisons de croire que la plupart des gens gênés par des acouphènes électriques entendent les ultrasons émis par l'électricité. Après de nombreuses expériences dans le civil et le militaire qui ont confirmé les travaux de Puharich et Lawrence, qui ont généralement conclu que soit l'oreille, soit les nerfs ou le cerveau, il y a un mécanisme de détection type radio AM qui existe.
À partir de ce moment, les efforts pour comprendre comment l'électricité affecte l'oreille normale ont cessé, car pratiquement tous les fonds ont été consacrés au développement d'implants cochléaires pour les sourds. C'était une conséquence naturelle du développement des ordinateurs qui commençait à transformer notre monde. Le cerveau était modélisé comme un ordinateur numérique fantastiquement élaboré. En 2017, le nombre d'implants cochléaires dans le monde a dépassé les 500 000. Mais les résultats sont artificiels et ne reproduisent pas le son normal. La plupart des patients peuvent apprendre à comprendre un discours soigneusement articulé suffisamment bien pour utiliser un téléphone dans une pièce calme. Mais ils ne peuvent pas distinguer les voix, reconnaître la musique ou converser dans un milieu moyennement bruyant. Pendant ce temps, les progrès dans la compréhension de l'audition électrophonique se sont complètement arrêtés. Certaines recherches sur l'audition des micro-ondes se sont poursuivies pendant une dizaine d'années, puis ont également été interrompues. Les niveaux de puissance de crête qui semblent être nécessaires pour entendre les micro-ondes réduisent la probabilité qu'elles soient la source des sons qui dérangent la plupart des gens aujourd'hui. Le phénomène découvert par Puharich et Lawrence est un scénario beaucoup plus probable. Pour comprendre pourquoi, il faut faire une excursion dans l'anatomie de l'une des parties du corps les plus complexes et les moins bien comprises. Rentrons brièvement dans l'électromodèle de l'oreille. Dans l'oreille normale, le tympan reçoit le son et transmet les vibrations à trois petits os de l'oreille moyenne. Ce sont le marteau, l'enclume et l'étrier qui portent le nom des objets auxquels ils ressemblent. L'étrier, le dernier os de la chaîne, bien qu'il ne fasse que la moitié de la taille d'un grain de riz, transmet le signal vibratoire à la cochlée osseuse, aussi appelée limaçon. C'est une structure en forme d'escargot qui est elle-même une merveille de miniaturisation. Pas plus grosse qu'une noisette, la cochlée est capable de capter le rugissement d'un lion, le chant d'un rossignol, le couinement d'une souris et de les reproduire avec une fidélité parfaite, sous forme de signaux électriques envoyés au cerveau. À ce jour, personne ne sait exactement comment cela est réalisé, et le peu que l'on sait est probablement faux. Revenons-en à la cochlée. La minuscule spirale cochléaire est divisée sur sa longueur en une chambre supérieure et une chambre inférieure par une cloison appelée membrane basilaire. Sur cette membrane repose l'organe de Corti qui contient des milliers de cellules ciliées avec leurs fibres nerveuses y étant attachées. C'est en 1863 que le grand physicien allemand Hermann Helmholtz avait suggéré que la cochlée était une sorte de piano sous-marin et que les cordes de résonance de l'oreille étaient les fibres de différentes longueurs de la membrane basilaire. La théorie mécaniste de l'audition développée par Helmholtz a supposé que la transmission du son était en fait une simple question de mécanique et de levier, et les recherches ultérieures pendant un siècle et demi ont simplement repris sa théorie originale avec remarquablement peu de changements. Le prochain scientifique à ajouter des pièces à ce puzzle était un médecin et biochimiste anglais, Lionel Naftalin, qui est décédé en mars 2011 à l'âge de 96 ans, après avoir travaillé sur le sujet pendant un demi-siècle. Il a commencé par faire des calculs précis qui ont prouvé de manière probante que l'oreille est beaucoup trop sensible pour travailler selon les principes admis, des principes donc mécanistes. Naftalin a affirmé catégoriquement que la théorie acceptée de l'audition était impossible. Au cours de ses 50 ans de travail sur l'audition, Naftalin a complètement démoli la théorie mécanisme dominante et a créé un modèle dans lequel les forces électriques sont essentielles. Au lieu de se concentrer sur la membrane basilaire, sur laquelle reposent les cellules ciliées, il a porté son attention sur une membrane beaucoup plus inhabituelle, celle qui recouvre le sommet des cellules ciliées. Nous sommes toujours dans la cochlée. Sa consistance et sa composition ressemblent à de la gelée, que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le corps humain. Elle a également des propriétés électriques inhabituelles et une forte tension électrique est toujours présente à travers elle. En 1965, Naftalin a avancé l'hypothèse que cette membrane, qui est appelée membrane tectoriale, est en fait un semi-conducteur et également piézoélectrique. Les substances piézoélectriques, pour rappel, ce sont celles qui convertissent la contrainte mécanique en tension électrique et inversement, la contrainte électrique en tension mécanique. Les cristaux de quartz en sont l'exemple le plus connu. Souvent utilisés dans les récepteurs radio, ils convertissent les vibrations électriques en vibrations sonores. À en juger par sa structure et sa composition chimique, Naftalin a suggéré que la membrane tectoriale devrait avoir cette propriété.
Il a proposé que ce soit un cristal liquide piézoélectrique qui convertit les ondes sonores en signaux électriques, qu'il transmet au résonateur des cellules ciliées qui y sont incorporées. Il a suggéré que l'importante tension à travers la membrane engendre une grande amplification de ces signaux. L'extrême sensibilité de l'organe de Corti à l'électricité, donc cet organe qui est dans la cochlée, qui comprend toutes ces cellules ciliées, eh bien, cette extrême sensibilité explique les rapports du 19e siècle sur l'audition du courant continu et les rapports du 20e siècle sur l'audition du courant alternatif. Et cela constitue une base pour comprendre le tourment subi il y a un demi-siècle par cette personne dont nous parlions au tout début de ce chapitre, la cliente de Clarence Wiske de Santa Barbara, et elle constitue aussi une base pour comprendre la souffrance de tant de millions de personnes aujourd'hui. Alors dans le monde aujourd'hui, l'énergie électrique atteint directement ces cellules ciliées sous forme d'ondes radio auxquelles les os et les membranes sont perméables. Les cellules ciliées sont également baignées dans des champs électriques et magnétiques provenant du réseau électrique et de tous les appareils électroniques qui y sont branchés. Tous ces champs et ces ondes radio pénètrent dans l'oreille interne et induisent des courants électriques qui circulent à l'intérieur de la cochlée elle-même. La question devient alors pourquoi n'entendons-nous pas tous une cacophonie constante de bruits noyant toute conversation et toute musique? Pourquoi la plupart des bruits électriques sont-ils confinés à des fréquences très basses ou très hautes? Eh bien la réponse est très probablement liée à une partie de l'oreille qui n'est habituellement pas du tout associée à l'audition. Nous allons avoir un tout petit peu plus d'éclaircissement sur cette problématique dans un sous-chapitre qui s'appelle l'audition des ultrasons. L'audition humaine des ultrasons a été redécouverte plus d'une douzaine de fois depuis les années 1940. La dernière fois par le professeur Martin Lenhardt de l'Université du Commonwealth de Virginie. L'idée que les humains puissent entendre comme les mammifères spécialisés, tels que les chauves-souris et les baleines, est si étrange, écrit-il, que l'audition ultrasonore a généralement été reléguée au domaine des tours de passe-passe plutôt que d'être considérée comme un vrai sujet de recherche scientifique. À l'heure actuelle, il semble que l'audition des ultrasons ne soit étudiée de manière intensive que par Lenhardt et par un petit groupe de chercheurs au Japon. Pourtant, il est un fait que la plupart des êtres humains, même de nombreux êtres humains profondément sourds, peuvent entendre les ultrasons par conduction osseuse et que cette capacité englobe toute la gamme auditive des chauves-souris et des baleines. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que pratiquement toutes les personnes ayant une audition normale peuvent entendre les ultrasons. Les personnes âgées qui ont perdu leur audition des hautes fréquences peuvent encore entendre les ultrasons. De nombreuses personnes profondément sourdes, dont la cochlée ne fonctionne pas ou peu, peuvent entendre des ultrasons. Le son perçu varie d'une personne à l'autre, mais se situe généralement entre 8 et 17 000 Hz. Comme même de nombreuses personnes sourdes peuvent entendre les ultrasons, plusieurs chercheurs, dont Lenhardt et ce groupe de chercheurs japonais, ont suggéré au fil des ans que le récepteur des ultrasons ne se trouve pas dans la cochlée, mais dans une partie plus ancienne de l'oreille qui fonctionne comme un organe auditif primaire chez les poissons, les amphibiens et les reptiles. Cela s'appelle le sacule, S-A-C-U-L-E. Il existe encore chez l'homme, contenant des cellules ciliées coiffées d'une membrane gélatineuse recouverte de cristaux de carbonate de calcium piézoélectrique. Lenhardt pense que l'audition ultrasonique peut être à la fois cochléaire et saculaire chez les personnes normalement entendantes, alors qu'elle est strictement saculaire chez les sourds. De nombreux éléments indiquent que ce qui tourmente les gens dans le monde aujourd'hui est l'énergie électromagnétique dans la gamme des ultrasons, d'environ 20 000 Hz à 225 000 Hz, qui est converti en son dans la cochlée et ou le sacule. Parmi ces éléments, on peut citer par exemple le fait que les gens se plaignent d'un acouphène fort, au plus haut ton qu'ils peuvent entendre. Un deuxième, c'est que bien que les ultrasons transmis dans l'air ne soient pas audibles, Puharich et Lawrence, dont on a parlé plus tôt, ont montré que l'énergie électromagnétique aux fréquences ultrasoniques est audible, tant pour les personnes entendantes que pour les personnes sourdes. Ensuite, il y a un autre élément, ce sont que les autoconies, ces cristaux de carbonate de calcium, dans le sacule et les cellules ciliées externes de la cochlée, sont connues pour être piézoélectriques, c'est-à-dire qu'elles convertissent les courants électriques en son. Passons maintenant à un autre sous-chapitre de ce chapitre 15 qui s'appelle « Sources de sons électriques ». D'abord, on va parler des appareils électroniques grand public.
Le 2 avril 2000, Dave Stetzer, un ancien technicien en électronique de l'armée de l'air, a témoigné au sujet des charges non linéaires devant la commission de la fonction publique du Michigan. Il a expliqué qu'il entendait par là les ordinateurs, les télécopieurs, les photocopieurs et de nombreux autres appareils électroniques, ainsi que divers équipements d'utilité publique, notamment les condensateurs, les dispositifs de détection et de commutation à semi-conducteurs et les transformateurs. Tous ces appareils, en d'autres termes, pratiquement tous les équipements électroniques modernes, injectent d'énormes quantités de haute fréquence dans le réseau électrique et ce dernier, ayant été conçu pour ne transmettre que 60 Hz, ne peut plus supporter ce qui s'y trouve. Les électrons dans les fils, explique-t-il, une fois qu'ils passent à travers un appareil informatisé, vibrent non seulement à 60 Hz, mais aussi à des fréquences s'étendant sur toute la gamme des ultrasons et jusqu'au spectre des radiofréquences. Comme jusqu'à 70% de toute l'énergie électrique circulant sur les fils à un moment donné est passée par un ou plusieurs appareils informatisés, l'ensemble du réseau est massivement pollué. David Stetzer a d'abord décrit certains des problèmes techniques que cela posait. Les hautes fréquences élevaient la température des fils, réduisaient leur durée de vie, dégradaient leur performance et obligeaient des quantités importantes de courant électrique à revenir à la centrale par la Terre, au lieu de passer par un fil de retour. Les hautes fréquences et les transitoires, autrement dit les pointes de courant élevées, émanant de l'équipement électronique de chacun, causent des interférences et des dégâts aux équipements électroniques en général. Cela devient coûteux pour les propriétaires de maisons, les entreprises et les sociétés de services publics. Pire encore, tous les courants à haute fréquence qui circulent par la Terre et les champs électromagnétiques à haute fréquence qui rayonnent dans l'air rendent des millions de personnes malades. La société était et est toujours dans le déni de cette réalité et cela n'intéressait pas beaucoup la commission de la fonction publique du Michigan. Cependant, ces champs et les courants terrestres rendent également les vaches laitières malades dans tout le Michigan, ce qui constitue une menace pour l'économie de l'État. Les commissaires ont donc écouté attentivement le discours de M. Stetzer. Lors de mes visites dans les différentes fermes, a-t-il déclaré, j'ai observé plus de 6000 vaches laitières et quelques chevaux. J'ai observé des vaches malades avec des articulations enflées, des plaies ouvertes et d'autres maladies ainsi que des veaux avortés et mal formés. J'ai même observé des veaux jumeaux avortés, dont l'un était complètement développé alors que son jumeau était fortement mal formé. Ironiquement, le jumeau gravement atteint était celui qui se trouvait directement au-dessus de la ligne de courant entre les pattes arrière de la vache. En outre, a déclaré David Stetzer, au commissaire stupéfait, j'ai également observé des vaches stressées, des vaches réticentes à entrer dans certains espaces, notamment les étables et les salles de traite, et même des vaches réticentes à boire de l'eau, de sorte qu'elles l'appellent l'eau au lieu de la puiser comme elles le font normalement. J'ai vu de nombreuses vaches tomber mortes sans raison apparente. J'ai observé des vaches dont les flancs et les muscles tout entiers avaient des spasmes incontrôlables. Les articles de la Cross Tribune soulignent et décrivent avec précision quelques-unes des affections que j'ai personnellement observées dans des fermes du Wisconsin, du Minnesota et du Michigan. Ces symptômes et effets ne sont pas limités au Wisconsin, ils apparaissent partout où j'ai trouvé de l'électricité sale. Voilà pour le discours de David Stetzer. Passons maintenant à cette autre partie qui s'appelle son à basse fréquence, toujours appartenant au sous-chapitre qui s'appelle source de sons électriques. Le bourdonnement à basse fréquence est entendu par 2 à 11% de la population. C'est plus rare que le son à haute fréquence, mais les effets du bourdonnement peuvent être beaucoup plus dérangeants. Dans le meilleur des cas, il ressemble à un moteur diesel tournant au ralenti quelque part au loin. Dans le pire des cas, il fait vibrer tout le corps, provoque des étourdissements intenses, des nausées et des vomissements, empêche de dormir et est totalement invalidant. Il a poussé des gens au suicide. Les sources probables du HUM, c'est les bruits perçus dans de multiples régions du monde par certains individus, sont de puissantes émissions radio ultrasoniques modulées à des fréquences extrêmement basses pour communiquer avec les sous-marins. Pour pénétrer dans les océans, il faut des signaux radio d'une puissance immense et de grandes longueurs d'onde, dont les fréquences appelées VLF, Very Low Frequency, très basse fréquence, et LF, Low Frequency, basse fréquence. Et elles correspondent à la portée des ultrasons. Les systèmes militaires américains actuellement utilisés à cette fin comprennent d'énormes antennes situées dans le Maine, à Washington, à Hawaï, en Californie, dans le Dakota du Nord, à Porto Rico, en Islande, en Australie, au Japon et en Italie. Et en plus, 16 antennes mobiles embarquées sur des avions dont les emplacements sont tenus secrets à chaque instant. Des stations terrestres de ce type sont également exploitées par la Russie, la Chine, l'Inde, l'Angleterre, la France, la Suède, le Japon, la Turquie, la Grèce, le Brésil, le Chili et par l'OTAN en Norvège.
en Italie, en France, au Royaume-Uni et en Allemagne. Le professeur de géologie David Deming de l'université de l'Oklahoma, amené à enquêter sur le hum qu'il entend, a concentré son attention sur le système mobile TACAMO, qui veut dire Take Charge and Move Out. Les avions TACAMO, qui traînent de longues antennes dans leur sillage, volent depuis la base aérienne de Tinker à Oklahoma City depuis 1963 et la puissance maximale de chaque émetteur aéroporté est de 200 000 watts. Ils utilisent une variété de fréquences entre 17,9 et 29,6 kHz qui sont doublement modulées à 50 Hz comme toutes les autres stations VLF qui communiquent avec les sous-marins. Les avions TACAMO de la marine sont toujours en vol lorsqu'il y a un hum dans l'Oklahoma. Un autre réseau de communication pulsé à ultrasons mérite d'être mentionné ici. Un réseau qui a cessé d'émettre en Amérique du Nord en 2010, mais qui fonctionne toujours dans certaines parties du monde et pourrait encore être ressuscité. Il s'agit du système LORAN-C. L-O-R-A-N-C. LORAN, qui signifie Long Range Navigation, navigation à longue portée, est un ancien réseau de balises de navigation terrestre extrêmement puissante dont la fonction est maintenant doublée par les satellites de positionnement. LORAN est peut-être à l'origine des premiers rapports concernant un hum en Angleterre ainsi que du célèbre hum de Taos au Nouveau-Mexique qui a fait l'objet d'une enquête gouvernementale lancée en 1992. Certains autres hums dans le monde semblent également avoir été causés par le LORAN-C. La série LORAN-C en mer de Norvège avec des stations en Norvège, sur l'île Jan Mayen en Islande et dans les îles Féroé a assuré la couverture de l'Angleterre depuis 1959. Le hum britannique, qui est signalé depuis environ cette période, a soudainement diminué en intensité sonore vers 1994, la même année où l'Islande a éteint la puissante station LORAN de cette filière. Il a de nouveau augmenté en 1996 au même moment où une nouvelle station a été mise au service à Varlandet, dans le sud de la Norvège, afin d'offrir une meilleure couverture aux îles britanniques. La nouvelle station a également fourni pour la première fois une couverture dans la région du lac Vänern en Suède, où le bourdonnement a été signalé pour la première fois en 1996. Pour savoir si l'arrêt de la plupart des stations européennes de LORAN-C a eu un effet sur le hum dans cette partie du monde, l'auteur de ce livre, Arthur Fistenberg, a consulté une base de données mondiale de rapports sur le hum qui est tenue par Glenn McPherson, un professeur de l'Université de Colombie-Britannique, et le 1er janvier 2016, le lendemain de l'arrêt prévu de LORAN-C, des rapports sont arrivés d'Écosse et d'Irlande du Nord, disant que le hum s'était soudainement arrêté entre 2 et 3 heures du matin ce jour-là. Nous allons passer à une autre sous-partie qui décrit là les autres sources de rayonnement ultrasonique. J'en sélectionnerai quelques-uns, mais pas tous. On va parler ici des ampoules à faible consommation d'énergie. Ça nous concerne tous, ça aussi. Dans un accès de démence contagieux, les pays se font avoir par le mythe selon lequel l'éclairage fluorescent est bon pour l'environnement. Cuba, en 2007, a été le premier pays à interdire totalement la vente d'ampoules à incandescence ordinaire, des ampoules qui éclairent nos soirées sombres d'une lumière douce depuis 135 ans. L'Australie a interdit l'importation d'ampoules à incandescence en novembre 2008 et leur vente un an plus tard. L'Union européenne a achevé une élimination progressive sur 3 ans, le 1er septembre 2012, et la Chine a interdit les ampoules de 100 watts un mois plus tard, l'interdiction totale étant prévue pour 2016. Les Brésiliens ne peuvent plus acheter d'ampoules de 60 watts ou plus à partir du 1er juillet 2015. Le Canada et les États-Unis, qui avaient prévu d'interdire les ampoules de 100 watts en 2012, ont temporairement cédé face à une forte opposition de l'opinion publique. Et le public a raison. Les ampoules fluocompactes émettent une lumière intense et contiennent de la vapeur de mercure qui émet des rayons ultraviolets lorsqu'elle est alimentée par une haute tension. L'intérieur du verre est recouvert d'un produit chimique qui émet de la lumière visible lorsqu'il est frappé par les rayons ultraviolets. Tous les tubes fluorescents, sans exception, fonctionnent de cette manière. Chaque foyer et chaque entreprise qui utilise des fluorescents suffisamment longtemps finira par en briser un et sera contaminé par la poussière et la vapeur de mercure. Et les décharges du monde entier sont fortement polluées par le mercure provenant de l'élimination de milliards d'ampoules fluorescentes cassées et usées. Sans parler du fait dérangeant que l'on n'économise que peu d'énergie, voire aucune, si l'on vit ailleurs que sous les tropiques. En été, la chaleur dégagée par les ampoules est gaspillée et augmente la demande en climatisation. Mais en hiver, nous récupérons ce coût car la chaleur des ampoules électriques réchauffe alors nos maisons. Lorsque nous perdons cette source de chaleur, nous devons compenser la différence en brûlant plus de pétrole et de gaz.
Aux États-Unis, nous n'avons probablement ni gagné ni perdu sur le plan environnemental. Mais au Canada, par exemple, qui tire la quasi-totalité de son électricité de l'énergie hydraulique, l'interdiction des ampoules à incandescence a été une erreur flagrante. Elle n'a fait qu'augmenter la consommation de combustibles fossiles en rejetant davantage de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et en aggravant le réchauffement climatique. Et cette erreur est en train de s'aggraver. Tous les fabricants d'ampoules fluorescentes, sous la pression des législateurs gouvernementaux, aggravent la situation en fixant un émetteur radio miniature à chacune des ampoules, en partant du principe que cela les rend encore plus efficaces sur le plan énergétique. Les ondes radio excitent la vapeur de mercure sans avoir à la soumettre à une haute tension. Toutes les ampoules fluorescentes compactes et un grand pourcentage des tubes fluorescents sont aujourd'hui alimentés par ces émetteurs radio que l'on appelle ballast électroniques. Les fréquences utilisées, entre 20 et 60 000 Hz, sont dans la gamme des ultrasons auditifs. L'omniprésence de ce type d'éclairage et la difficulté croissante à obtenir des ampoules à incandescence ordinaires, même lorsqu'elles sont encore légales, font que ces ampoules sont une source prédominante de rayonnement ultrasonique dans les foyers et les entreprises et sur les lignes électriques dans le monde entier. Pratiquement toute l'électricité qui circule sur le réseau électrique et dans la Terre est contaminée dans une certaine mesure par des ondes de 20 à 60 000 Hz, car elle est passée par des centaines ou des milliers de ces émetteurs radio en transit vers le consommateur suivant ou vers la centrale électrique du fournisseur. Et parce que les ballasts électroniques produisent une grande distorsion électrique, les ampoules fluorescentes d'aujourd'hui émettent également une énergie mesurable dans la bande des micro-ondes. Les règles de la Federal Communication Commission, la FCC, permettent à chaque ampoule à faible consommation d'énergie d'émettre un rayonnement micro-ondes à des fréquences allant jusqu'à 1000 MHz avec une intensité de champ allant jusqu'à 20 microvolts par mètre mesurée à une distance de 30 mètres de l'ampoule. Les ampoules LED, qui sont proposées comme un autre substitut aux ampoules à incandescence, ne sont pas meilleures. Elles émettent elles aussi une lumière agressive, contiennent divers métaux toxiques et nécessitent des composants électroniques spéciaux qui convertissent le courant alternatif de nos foyers en courant continu à basse tension. Le plus souvent, ces composants sont des alimentations à découpage qui fonctionnent à des fréquences ultrasoniques et nous verrons la relation avec les ordinateurs plus tard. Ensuite, petite section sur les téléphones portables et les antennes relais. Bien que les téléphones portables et les antennes relais soient surtout connus comme émetteurs de micro-ondes, ces radiations sont modulées à une gamme déconcertante de fréquences beaucoup plus basses que le corps humain en tant que récepteur radio perçoit. Par exemple, le GSM, Global System for Mobile, est un système de télécommunication utilisé depuis longtemps par AT&T et T-Mobile aux États-Unis et par la plupart des entreprises dans le reste du monde. Bien que le GSM soit une technologie 2G, elle n'a pas disparu. Les réseaux 3G et 4G qui se superposent à elle sont des téléphones dits intelligents d'un usage plus récent. Et comme les téléphones de différents âges coexistent actuellement, chaque tour de téléphonie mobile doit émettre toutes les fréquences de modulation, anciennes et nouvelles. Sinon, les vieux téléphones cesseraient de fonctionner. Les portables consacrent un pourcentage plus élevé de leur énergie à leurs composants basse fréquence que les antennes relais, ce qui peut expliquer la forte prévalence des acouphènes chez les utilisateurs de portables dont l'audition est par ailleurs normale. En 2003, à une époque où l'utilisation des téléphones portables n'était pas aussi universelle qu'aujourd'hui, il était encore possible de réaliser des études épidémiologiques sur les utilisateurs et les non-utilisateurs. Une équipe de scientifiques dirigée par Michael Kunde de l'Université de médecine de Vienne, comparant des personnes avec et sans acouphènes dans une clinique d'otorino-laryngologie, a constaté une plus grande prévalence d'acouphènes, souvent dans les deux oreilles, parmi les utilisateurs de téléphones portables que parmi les non-utilisateurs, et une tendance claire à l'augmentation des acouphènes relative à l'intensité croissante de l'utilisation du téléphone portable. Plus le temps d'utilisation est long, plus il y a d'acouphènes. Maintenant passons aux compteurs communicants type compteur Linky ou Gaspard par exemple. L'utilisation du réseau électrique pour transmettre des données entre les foyers, les entreprises et les centrales électriques est maintenant mise en œuvre dans un système appelé Smart Grid, actuellement en construction dans le monde entier. Lorsque la mise en œuvre du réseau communicant sera terminée, l'électricité sera automatiquement envoyée là où elle est nécessaire
quand elle est nécessaire et même réacheminée d'une région à l'autre pour satisfaire la demande instantanée. Les fournisseurs d'électricité surveilleront en permanence tous les gros appareils ménagers de chaque foyer et entreprise et auront la possibilité de régler automatiquement les thermostats, d'allumer et d'éteindre les climatiseurs, les machines à laver de leurs clients pendant les périodes où la demande d'électricité est plus ou moins forte. Pour ce faire, des émetteurs radio seront installés sur les compteurs et les appareils électriques de chacun, qui communiqueront non seulement entre eux, mais aussi avec la compagnie de distribution, soit par radio, soit par câble à fibre optique, soit par des signaux radio envoyés sur les lignes électriques. La Federal Communication Commission, la FCC, a attribué des fréquences de 10 à 490 000 Hz à cette dernière fin, mais les services publics utilisent le plus souvent des fréquences inférieures à 90 000 Hz, dans la gamme des ultrasons, pour les communications à longue distance par les lignes électriques. La version sans fil des compteurs communicants, en particulier la variété appelée réseau maillé, s'est répandue dans le monde entier comme une traînée de poudre au cours des dernières années, devenant rapidement la source de pollution électronique la plus intrusive de la vie courante. Les compteurs d'un réseau maillé communiquent non seulement avec la compagnie d'électricité, mais aussi entre eux, chaque compteur bavardant bruyamment avec ses voisins jusqu'à 240 000 fois par jour. Et ce bavardage est bruyant. Les clients des distributeurs d'énergie signalent régulièrement des bruits stridents, des tintements aigus et divers sifflements et cliquetis après l'installation de ces compteurs communicants, dont la cause et l'effet ne peuvent plus être niés. La fréquence d'émission de 50 000 Hz pour beaucoup de ces systèmes et la puissance du signal, surpassant les autres sources de rayonnement dans les maisons modernes, en sont probablement responsables, ainsi que la nature pulsante du signal, comme le frappement incessant d'un pic à toute heure du jour et de la nuit. Enfin, pour finir ce chapitre, passons à cette sous-partie qui s'appelle les acouphènes aujourd'hui. Les taux d'acouphènes augmentent depuis au moins 30 ans et de façon spectaculaire depuis 20 ans. De 1982 à 1996, le National Health Interview Survey, l'enquête sur la santé nationale, réalisée par le service de santé publique des États-Unis, comportait des questions sur la surdité et les acouphènes. Bien que la prévalence de la perte auditive ait diminué au cours de ces années, le taux d'acouphènes a augmenté d'un tiers. Plus tard, les enquêtes nationales d'examen de la santé et de la nutrition, menées par les centres de contrôle des maladies, ont constaté que ce taux continuait à augmenter. En 1982, environ 17% de la population adulte se plaignait d'acouphènes. En 1996, environ 22%. Entre 1999 et 2004, environ 25%. Les études de cette enquête nationale d'examen de la santé et de la nutrition ont estimé qu'en 2004, 50 millions d'adultes souffraient d'acouphènes. Aux États-Unis, nous parlons. En 2011, Sergei Kochkin, directeur exécutif du Better Hearing Institute à Washington, a rapporté le résultat très surprenant d'une enquête nationale menée en 2010. Ce qui était si surprenant, c'est que 44% des Américains qui se sont plaints de bourdonnements d'oreilles ont déclaré avoir une audition normale. Kochkin n'y croyait tout simplement pas. Il est largement admis que les personnes souffrant d'acouphènes ont presque toujours une perte auditive, a-t-il déclaré. Il a donc supposé que les millions d'Américains qui se plaignent de bourdonnements d'oreilles doivent avoir une perte auditive mais ne le savent pas. Mais cette hypothèse n'est plus valable. Les résultats des enquêtes sur les acouphènes peuvent donc dépendre de la façon dont les données sont recueillies, ainsi que de la formulation des questions et même de la définition du terme acouphène. Pour savoir réellement si les acouphènes augmentent, il faut des études quasi identiques réalisées à plusieurs années d'intervalle par les mêmes chercheurs au même endroit et sur la même population. Nous disposons justement d'une telle série d'études. Entre 1996 et 1995, 3753 habitants de Beaver Dam, Wisconsin, âgés de 48 à 92 ans, ont participé à une étude sur l'audition à l'université de Wisconsin à Madison. Des examens de suivi ont été effectués sur ces sujets à des intervalles de 5, 10 et 15 ans. En outre, les enfants des sujets initiaux ont été volontaires pour une étude similaire entre 2005 et 2008. Par conséquent, les données sur la prévalence des acouphènes dans cette population sont disponibles presque de manière continue, de 1993 à 2010. Comme les troubles auditifs chez les personnes âgées ont diminué au cours de cette période, les chercheurs s'attendaient à voir une diminution correspondante des acouphènes. Ils ont constaté exactement le contraire. Une augmentation constante des acouphènes dans toutes les tranches d'âge au cours des années 1990 et 2000. Par exemple, le taux d'acouphènes chez les personnes de 55 à 59 ans est passé de 7,6% au début de l'étude à 11 et à 13,6% puis à 17,5% à la fin de l'étude. Dans l'ensemble, le taux d'acouphènes dans cette population a augmenté d'environ 50%.
Nous disposons également d'une série d'études menées au cours de ces mêmes années, sur de jeunes enfants, dont on a longtemps supposé qu'ils n'avaient presque pas d'acouphènes. Kajsa-Mia Holgers est professeure d'audiologie à l'université de Jönköping en Suède. Elle a mené sa première étude en 1997 sur 964 écoliers de 7 ans à Göteborg qui subissaient des tests audiométriques de routine. 470 filles et 494 garçons. 12% des enfants ont déclaré avoir eu des bourdonnements d'oreilles, la grande majorité d'entre eux ayant une audition parfaite. 9 ans plus tard, Holgers, utilisant le même protocole d'étude et les mêmes questions sur les acouphènes, a mené une étude identique sur un autre échantillon important d'écoliers de 7 ans, à Göteborg, qui subissaient des tests d'audiométrie. Cette fois-ci, 42% des enfants ont déclaré avoir des bourdonnements d'oreilles. Nous sommes confrontés à une aggravation du problème en quelques années seulement, a déclaré Holgers, alarmé, au quotidien national Dagens Nyheter. Pour approfondir le problème, Madame Holgers a remis un questionnaire détaillé à des élèves du collège et du lycée âgés de 13 à 16 ans pendant l'année scolaire 2003-2004. Plus de la moitié de ces élèves plus âgés ont déclaré souffrir d'acouphènes sous une forme ou une autre. Certains n'ont eu que des acouphènes provoqués par le bruit, acouphènes après avoir été exposés à un bruit fort, mais près d'un tiers des élèves ont eu des acouphènes spontanés avec une certaine régularité. Et en 2004, Holgers a étudié un autre groupe d'écoliers âgés de 9 à 16 ans, dont près de la moitié souffraient d'acouphènes spontanés. Plus alarmant encore est le fait que 23% d'entre eux ont déclaré que leurs acouphènes étaient gênants, que 14% les entendaient tous les jours et que des centaines d'enfants se présentaient à la clinique audiologique de Holgers pour demander de l'aide face à leurs acouphènes. Si ce qui se passe au Wisconsin et en Suède se produit également dans le reste du monde, et il n'y a aucune raison de penser le contraire, en moins de 2 décennies, alors que les ordinateurs, les téléphones portables, les lampes fluorescentes et un crescendo de signaux de communication numérique et sans fil ont pénétré dans tous les recoins de notre environnement, au moins un quart de tous les adultes et la moitié de tous les enfants sont entrés dans un nouveau monde dans lequel ils doivent vivre, apprendre et fonctionner tout en essayant d'ignorer une présence inévitable de bruit électronique intrusif. Et voilà les amis, c'est la fin du chapitre 15 qui était un chapitre assez complexe je dirais, un peu plus technique aussi que les autres. Donc j'ai sauté quelques parties, je n'ai pas tout retranscrit, mais j'espère que vous aurez saisi l'essentiel. Et voilà. Donc il nous reste 2 chapitres. Eh bien le chapitre 16, il s'agira d'une section très importante puisque nous verrons l'évolution du monde animal et végétal au travers de ce prisme de l'électrification du monde. Et vous verrez que maintenant vous l'avez bien compris, eh bien que le monde animal et le monde végétal est évidemment drastiquement affecté par toutes ces technologies artificielles qui sont autour de nous chaque jour, à chaque instant. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Partagez ce contenu, c'est important. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Merci à vous. Au revoir.